Leçon numéro 4. Les poulies. Nous avons vu que les poulies servent à dévier la tension dans une corde. Ainsi, dans les exemples de la leçon 2, le système d'axe changeait d'une masse à l'autre au passage de la poulie. Cette propriété des poulies devient intéressante lorsque la tension est déviée de 180 degrés. Dans ce cas, la tension est orientée dans la même direction pour les deux brins de corde passant par la poulie, ce qui permet d'avoir une tension 2 fois plus faible que le poids de la charge soutenue. Avant de mettre en application cette propriété, voyons le diagramme des forces pour une masse que l'on hisse à vitesse constante à l'aide d'une poulie simple. Deux forces agissent sur la masse, la force gravitationnelle mg et la tension T. La somme des forces donne T moins mg égale 0, puisque la vitesse est constante. Il n'y a pas d'accélération. La tension T est générée par la force F de la personne tirant sur la corde. La somme des forces sur les mains de la personne est T moins F égale 0. On constate facilement que F égale mg si la masse n'est pas accélérée. Le travail est défini comme étant la force multipliée par le déplacement sur lequel agit la force. Si la masse est hissée sur une hauteur h, le travail est W égale F fois h égale mgh. Le travail est un transfert d'énergie. Ici, la personne transfère son énergie à la masse qui, elle, acquiert une énergie potentielle gravitationnelle U égale mgh. Le palan est un mécanisme qui sert à soulever une charge avec une force plus faible que le poids de la charge soulevée. Il nécessite un minimum de 2 poulies. La masse est maintenant soulevée par 2 brins de corde, chacun ayant une tension T. La tension est toujours générée par la personne et est partout la même sur la corde. La somme des forces sur la masse donne 2T moins mg égale ma. Lorsque la masse est hissée à vitesse constante, l'accélération est nulle et nous obtenons T est égal à 1/2 mg. La force nécessaire pour hisser la masse équivaut donc à la moitié de son poids. Par contre, lorsque la masse est hissée sur une hauteur h, les 2 brins de corde doivent être réduits d'une longueur h chacun. Il faut donc appliquer la force sur une distance 2h pour pouvoir hisser la masse d'une hauteur h. Le travail accompli par la personne est T fois 2h égale 1/2 mg fois 2h qui est égal à mgh. Le travail effectué est bien égal à l'énergie transférée à la masse qui est la variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Lorsque le palan comporte plusieurs poulies, il existe un moyen simple pour trouver le rapport entre la force exercée par la personne et celle appliquée à la charge soulevée. Il suffit de compter le nombre de brins de corde qui soulèvent la masse. S'il y a 5 brins de corde, c'est 5 fois la tension dans la corde qui soulève la masse. Un tel palan multipliera par 5 la force exercée. Analysons maintenant les forces sur un système de 2 masses suspendues à une poulie. La masse grand M subit la force gravitationnelle mg, de même que la tension T de la corde. La masse petit m subit également la force gravitationnelle mg et la tension T. Comme les masses sont liées par la corde, qui est déviée par la poulie, une masse aura son axe Y positif vers le haut, tandis que l'autre masse aura son axe Y positif vers le bas. Écrivons maintenant les équations des forces pour les 2 masses. Pour la masse grand M, la somme des forces donne T moins mg est égale à ma. Pour la masse petit m, la somme des forces donne mg moins t est égal à ma. En additionnant les 2 équations, on obtient petit mg moins grand mg
est égal à grand MA plus petit ma. En isolant A, on obtient pour l'accélération A égale G petit m moins grand M divisé par grand M plus petit m. Si grand M est plus grande que petit m, alors l'accélération sera négative, ce qui indique que la masse grand M accélérera vers le sol. Un instant, nous allions passer à côté d'une belle découverte qui nécessite par contre un peu d'algèbre. À la leçon 1, nous avons vu les deux équations de la cinématique pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et le système de deux masses est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. En isolant t dans la première équation et en remplaçant par cette expression la valeur de t dans la seconde équation, on obtient une troisième équation, Vf au carré est égal à Vi au carré plus 2 fois A fois delta x. Nous avons vu que pour notre système de deux masses, A était égal à G fois petit m moins grand M divisé par grand M plus petit m. En substituant A dans l'équation 3 par cette expression et en remplaçant delta x par delta y, on obtient Vf au carré est égal à Vi au carré plus 2G fois petit m moins grand M divisé par grand M plus petit m fois delta y. En posant pour les deux masses un axe commun h relatif au sol, on constate que delta y égale delta h pour la masse grand M et delta y égale moins delta h pour la masse petit m. Ce qui donne finalement, après quelques manipulations algébriques, grand M plus petit m fois Vf au carré moins Vi au carré divisé par 2 plus grand M plus petit m fois G delta H égale 0. Le premier terme dépend des vitesses. C'est la variation d'énergie de mouvement, appelée variation d'énergie cinétique. Le second terme dépend de la hauteur, c'est la variation d'énergie potentielle. La somme des variations d'énergie cinétique et potentielle est nulle. L'énergie mécanique du système de masse reste donc constante. À partir des équations de la cinématique et de la seconde loi de Newton, nous venons de découvrir le principe de conservation de l'énergie mécanique.